Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en cette soirée du jeudi 30 juin 2022. Dans les informations de ce jour, le prix du kilowattheure acheté par la Jirama auprès des sociétés productrices d'électricité thermique atteint les 1200 arrières actuellement à cause de la flambée du prix du carburant au niveau international. La Jirama n'est pas concernée par l'administration des prix faite par l'État selon le ministre de l'Énergie et des hydrocarbures. La société vend donc à perte, sans parler du fait des perturbations au niveau de la production d'un décalé qui n'est pas encore à 100% opérationnel, selon toujours le ministre devant les députés hier. Reportage d'Anienne Martina. Le prix du baril du pétrole a atteint les $117 actuellement, mais l'État n'a pas encore appliqué la vérité des prix du carburant jusqu'à présent. L'État applique actuellement une politique de gestion du prix des carburants pour préserver la population de la hausse des prix, raison pour laquelle le prix à la pompe n'a toujours pas changé dans le pays, selon le ministre de l'Énergie et des hydrocarbures, qui a répondu aux questions des députés. Les problèmes de la Jirama sont liés au prix du carburant, une raison pour laquelle le délestage persiste. La Jirama n'est pas concernée par l'administration des prix mise en place par l'État. Ainsi, la société est directement concernée par la hausse du prix du baril de pétrole au niveau international. Le prix du kilowattheure acheté par la Jirama auprès des sociétés de production d'électricité thermique atteint les 1200 arrières actuellement à cause de cette flambée du prix du carburant au niveau international, si le prix du kilowattheure pour les consommateurs est de 400 arrières. Pourtant, plus de 50% de la production d'électricité de la Jirama est alimentée par du carburant. La production d'électricité par le biais des énergies renouvelables est la solution pour cette société. Par ailleurs, un décalé qui est encore en pleine réhabilitation actuellement. Le ministre a renforcé devant les députés hier que 37 infrastructures productrices d'énergie solaire seront mises en place et une partie a déjà débuté cette année. Et toujours dans ce cadre, l'Office malagasy des hydrocarbures a sorti une note aujourd'hui selon laquelle l'approvisionnement de carburant dans des bidons de plus de 25 litres au niveau de toutes les stations-service dans toute la grande île est suspendu à partir d'aujourd'hui. Les carburants achetés de plus de 25 litres devront directement être mis dans les réservoirs des véhicules concernés. Les clients des stations-service ne peuvent apporter qu'un seul bidon à partir de maintenant. Cette mesure a été prise afin d'anticiper d'éventuelles perturbations au niveau des stations-service selon toujours cette note de l'Office malagasy des hydrocarbures. Toujours dans cette page économique, il n'y a pas de monopole dans le secteur de la vanille. À preuve, une centaine d'exportateurs de vanille ont toujours obtenu des agréments actuellement, selon le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation hier devant les députés durant la séance de questions-réponses. Par ailleurs, la réglementation du secteur de la vanille se poursuivra à l'international, selon toujours les explications. Reportage sur les images de Nzara Ranjansu. Actuellement, 102 exportateurs de vanille ont rempli les critères pour l'obtention de leur agrément d'exportation. Selon les statistiques sorties par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Madagascar a exporté 2950 tonnes de vanille cette année. Un volume élevé en 6 ans, affirme le ministre de tutelle. Ce sont entre autres les arguments du ministre Edgar Azafnjava pour réfuter les allégations concernant un prétendu monopole dans le secteur de la vanille. C'est un secteur ouvert à tous ceux qui remplissent les conditions demandées, mais qui doit être réglementé, souligne-t-il. Dans la foulée, il a souligné que la récolte de la vanille verte dans les régions Savaï et Nalandsroof sera ouverte le 7 juillet prochain. Une occasion pour le ministre Edgar Azafnjava hier à la CCI IVAT de solliciter les députés élus dans les régions productrices de vanille à se mobiliser et se joindre à l'État pour la protection des planteurs. De plus, le prix plancher de la vanille verte a été fixé à 75 000 arrières le kilo, donc tout cela doit être appliqué. Ensemble, nous allons veiller à ce que le prix de 75 000 arrières le kilo de la vanille verte soit respecté. Il en va de même pour le prix à l'exportation de la vanille qui est de $250 le kilo, a déclaré le ministre. Récemment, le Conseil national de la vanille ou SNV a été réorganisé afin de tenir la promesse présidentielle d'octobre 2020 qui est l'assainissement de la filière, la protection de la chaîne de valeur et la pérennisation de ce produit phare de Madagascar. En outre, le SNV adopte
La politique de la transparence, car elle a parmi ses membres des représentants du gouvernement ainsi que des représentants des acteurs de la filière. Nous avons ici présent le député de Sambave qui représente les planteurs au sein du SNV. Il y a aussi des représentants des collecteurs, des préparateurs et des exportateurs, a précisé le ministre du Commerce. Il est à noter que les actions du ministère dans le cadre de la réglementation du secteur vanillé se poursuivra sur la scène internationale. Il aura des entretiens à Paris la semaine prochaine pour sensibiliser les acheteurs de vanille de Madagascar pour le respect du prix de $250 le kilo régi par la loi. Restons toujours au niveau de l'Assemblée nationale. 3 infrastructures sont prioritaires pour la gendarmerie nationale selon le budget de cette année 2022, d'après les explications du secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale. Pourtant, nombreux sont les députés qui demandent à ce que des brigades de gendarmerie soient construites au niveau des districts. Face à cela, le général Serge Gelé appelle les députés à augmenter le budget de la gendarmerie nationale pour la loi des finances de 2023 afin de pouvoir satisfaire leurs doléances. Toujours un reportage de Sejaran Janas et Miar Vulatsferen. Plus de 60 postes avancés de la gendarmerie nationale ont été demandés par les députés au secrétaire d'État durant la rencontre du gouvernement et des parlementaires hier et avant-hier. Le budget dédié à la gendarmerie a pourtant été réduit à 5 milliards d'ariars au sein de la loi des finances rectificatives 2022 adoptée par les députés durant cette première session ordinaire. 3 infrastructures sont prioritaires dans cette loi des finances, notamment la construction des locaux pour l'unité spéciale pour la protection de la filière vanille à Sambave, les locaux pour la brigade de la gendarmerie nationale à Marlimbe, qui est une promesse du président, et enfin l'extension de l'école de la gendarmerie nationale à Mbouch. Le général Serge Gelé a lancé un appel à l'endroit des députés afin que soit augmenté le budget de la gendarmerie nationale dans la loi des finances initiale de 2023 afin de pouvoir répondre à leurs demandes. Selon une étude effectuée par un expert international dans le domaine, le tourisme devrait générer pas moins d'1,6 million touristes à Madagascar. Le redressement de ce secteur est possible à travers une meilleure exploitation à Madagascar. Et parmi les stratégies mises en place, la foire du tourisme 6e édition qui se tiendra du 8 au 10 juillet à la gare Soaran. Fadesena Mireille, Fiti Miarkofé, nous en disent plus. Le tourisme national devrait générer plus de 300 000 touristes par an dans le pays. En 5 ans, cela devrait atteindre les 1,6 million touristes. Selon les statistiques, environ 2 millions de personnes entrent et sortent de Madagascar par mois. Ainsi, il est possible de transformer ces passagers en touristes selon les explications. Il faut augmenter le tourisme local afin d'apporter du développement pour le pays, comme dans de nombreux autres pays étrangers. Dans les pays développés comme la France, 115 milliards d'euros sont générés par le tourisme local et 44 milliards d'euros par le tourisme international. Pour Madagascar, la foire du tourisme figure parmi les stratégies mises en place pour promouvoir le secteur touristique. Le tourisme est également en relation avec la culture, donc à mettre en parallèle avec des événements culturels comme le Nousboire Jazz Festival qui seront organisés prochainement. La 6e foire du tourisme se tiendra le 8 au 10 juillet prochain à la gare Soaran. Diverses offres pour tout âge et selon le budget y seront proposées. La cuisine typique malagasy ou encore des événements culturels seront également à l'honneur au sein des 54 stands. Dans les faits divers, à présent, plus d'une centaine de clés de voitures neuves ont disparu hier chez un concessionnaire automobile de la capitale. Un ressortissant indo-pakistanais serait le principal suspect car ce serait lui qui aurait subtilisé les clés lors de la vérification des caméras de surveillance. L'homme est toujours recherché. Rose-Christelle Rakout-Malal nous en dit plus. Hier dans l'après-midi, les employés d'un concessionnaire automobile de la capitale ont remarqué que plus d'une centaine de clés de voitures neuves avaient disparu. Lors de la vérification faite sur les caméras de surveillance, l'on a remarqué qu'un ressortissant indo-pakistanais avait pris les clés dans la matinée. Selon des employés, il avait déjà menacé ces derniers de revenir récupérer les clés, mais ces derniers ne l'ont pas cru. Le gérant du concessionnaire automobile a immédiatement intenté une action en justice et un avis de recherche est lancé contre cet homme. C'est donc une affaire à suivre.
Dans un tout autre sujet, ceux dont les dossiers ont été refusés pour la deuxième vague de demande de carte de presse et jusqu'au 3 juillet pour faire une réclamation. La commission mixte se réunira par la suite pour l'établissement de la liste définitive des journalistes bénéficiaires selon les explications de la présidente de l'Ordre des journalistes de Madagascar ce jour à Mbouda sur les micros de Fitimi Arkoufé et Yves Jadel. L'Ordre des journalistes de Madagascar ou OJM a reçu 489 demandes pour la deuxième vague de délivrance de la carte de presse. 392 parmi ces 489 demandes ont été approuvées par la commission et 97 refusées à cause des pièces manquantes selon le rapport de la présidente de l'OJM ce jour. Les titulaires des dossiers refusés peuvent encore faire une réclamation jusqu'au 3 juillet avant l'établissement de la liste définitive. 11 journalistes seulement ont procédé à des réclamations jusqu'à aujourd'hui. L'OJM invite donc les concernés à régulariser leur dossier au plus vite avant le deadline. La commission mixte se réunira par la suite pour établir la liste définitive des journalistes bénéficiaires de cartes professionnelles. La délivrance des cartes de cette deuxième vague est prévue pour la fin juillet, toujours selon la présidente de l'Ordre des journalistes de Madagascar. Passons à présent à l'international. Les députés israéliens ont voté aujourd'hui la dissolution du Parlement. Cela ouvre la voie à de nouvelles élections prévues le 1er novembre prochain, ainsi qu'à l'entrée en scène du centriste Yair Lapid comme Premier ministre intérimaire. France 24. D'instabilité chronique, Israël n'arrive pas à trouver un gouvernement stable. Cela a commencé effectivement par une série de dissolutions prononcées par Benyamin Netanyahou qui ne parvenait pas à trouver de coalition de 61 députés, puisqu'il y a 120 députés, il faut 61 députés pour gouverner. Naftali Bennett, qui est issu de cette droite nationaliste, comme Benyamin Netanyahou, dont il était d'ailleurs un collaborateur, a tenté une expérience absolument inédite, c'est de rassembler depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Son gouvernement aura tenu donc tout juste un an, quasiment jour pour jour, et il vient de céder devant les coups de boutoir très nombreux de Benyamin Netanyahou, qui a 72 ans, reste extrêmement combatif et qui compte reprendre sa place à la tête de l'État d'Israël. Stéphane, à minuit, c'est donc Yair Lapid qui va succéder officiellement à Naftali Bennett au poste de Premier ministre. Oui, absolument. Yair Lapid qui avait conclu un accord de rotation avec Bennett, il devait normalement prendre la suite à mi-mandat, c'est-à-dire dans un an. Mais finalement, selon le contrat qui avait été établi, eh bien, c'est lui qui va assurer l'intérim jusqu'aux élections. Il sera candidat le 1er novembre. Yair Lapid, c'est un personnage assez particulier dans la scène politique israélienne. C'est un ancien animateur de télévision à succès qui s'est lancé en politique il y a seulement une dizaine d'années. Il a beaucoup de charisme. Certains disent le charisme d'un acteur de cinéma. On le compare souvent à des acteurs américains. Il apporte un vent nouveau. Il peut représenter les classes moyennes, les classes laïques qui sont souvent sous le coup d'impôts extrêmement lourds et qui subissent, selon eux, la pression des religieux. C'est l'homme de cet Israël, c'est l'homme de Tel Aviv, Yair Lapid, qui devient ce soir Premier ministre d'Israël. Et alors que l'offensive russe en Ukraine dure depuis 5 mois, certaines parties du pays ont connu une période de calme relatif ces derniers temps. Mais une série de tirs de missiles a ravivé les craintes ces derniers jours, notamment à Mykolaiv, dans le sud du pays. Au moins 3 personnes y ont été tuées et 5 ont été blessées hier, selon les autorités locales. Reportage de France 24. Ce quartier résidentiel de Mykolaïev est à nouveau touché par des tirs de missiles. Du haut de cet immeuble, il ne reste plus rien. Plusieurs habitants ont perdu la vie. Les secours déblaient les ruines à chaque nouvelle attaque. Ces derniers jours, il y a eu de plus en plus de frappes sur des quartiers où se trouvent des civils. Mais nous sommes prêts à faire notre travail. Prenez ça. Et vous pouvez prendre de l'eau aussi. Comme après chaque bombardement, la solidarité s'organise. C'est la 3e fois que ce quartier est visé depuis le début de la guerre. Aux infos, les Russes disent qu'ils bombent des néo-nazis. Où sont ces néo-nazis? Ce ne sont que des personnes paisibles, âgées qui sont restées. Comment pouvons-nous vivre dans ces conditions? À quelques dizaines de kilomètres vers la ligne de front se trouvent des villages anéantis
mais où certains habitants sont restés. Avant la guerre, la population était d'environ 1350 personnes ici. Maintenant, moins de 2% sont restés, environ 30 personnes. La chose la plus effrayante de ces derniers jours, c'était le moment de silence. Avant, les bombardements étaient constants. Sur cette ligne avancée, les soldats ukrainiens défendent fermement leur position. Le terrain est miné, mais c'est du côté de la modernité de l'équipement que le bas blesse. C'est le cas avec cette mitrailleuse Maxim, produite en 1944. Attention, allez de l'autre côté. C'est fini. Il n'y a qu'une balle qui a bien voulu partir. Notre pays est en train d'utiliser toutes ses ressources, toutes ses forces. Nous attendons une aide réelle et rapide, pas des mitraillettes Maxim, mais des armes modernes. Les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive pour tenter de récupérer la ville voisine de Kherson entre les mains des Russes depuis mars dernier. Impatiente d'accueillir le départ vendredi du Tour de France, Copenhague y voit l'occasion de promouvoir sa profonde culture du vélo. Ici, comme de nombreuses villes danoises, les bicyclettes s'imposent face aux voitures. France 24 nous en dit plus. Des airs de festival. Au cœur de Copenhague, dans les jardins de Tivoli, le Tour de France est comme chez lui. Pourtant, jamais la grande boucle ne s'était élancée aussi loin de nos frontières. Les Danois en sont fiers. J'ai dit à mon beau-père que nous ne verrons ça qu'une fois dans notre vie. Alors, allons-y et profitons. C'est la première fois pour mon fils. J'essaie de lui faire comprendre pourquoi c'est quelque chose d'énorme. 176 coureurs qui pédalent comme à la parade. 10 Danois particulièrement acclamés. 32 Français enthousiastes à quelques heures de ce grand départ à l'étranger. On a eu un accueil vraiment chaleureux, ça m'a donné la chair de poule. C'est une ville qui aime le vélo, ça se sent et ça se voit. Copenhague, c'est 650 000 habitants, 675 000 vélos. Ici, chaque été, 6 Danois sur 10 regardent le Tour à la télé. Pédaler est une façon de penser. Un événement pareil dans ma ville de Copenhague, la ville du vélo. Vous imaginez, je fais du vélo tous les jours. Voilà pourquoi c'est extraordinaire. Pour un pays où il y a 4 Danois sur 5 qui roulent à vélo, vous imaginez bien que c'est incroyable pour le Tour de France. Ces supporters belges ont glané quelques autographes, un petit exploit, car les coureurs reprennent leur distance, masques, gestes barrières, le Covid est de retour sur le Tour. On nous encourage à ne pas signer d'autographes, à faire de selfies. Je peux comprendre, mais voilà, c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'il y a toujours ce petit stress de savoir est-ce qu'on va rentrer à la maison plus tôt que prévu et il faudra faire avec encore une fois. Un coureur positif mais asymptomatique pourra poursuivre la course après avis médical. De quoi rassurer le peloton à la veille de la première étape, un contre-la-montre dans les rues de Copenhague. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne soirée à tous. Au revoir.